Le casque d'Amfreville est l'un des chefs-d'œuvre de l'artisanat celtique. D'une forme élégante, appelé par les archéologues en casquette de jockey, il se présente extérieurement comme une combinaison habile de pièces de fer, d'or et d'émail rouge ordonnées par plages successives. Découvert en 1841 en Normandie, il attira l'attention de Viollet-le-Duc. Mais selon ce grand savant, le casque était trop beau pour avoir été créé par les Celtes de la Gaule. En 1862, dans la revue archéologique, il écrit « À notre avis, il est d'un travail trop délicat pour avoir appartenu à l'époque de l'autonomie gauloise. » Et plus loin, jusqu'à ce que de plus nombreuses découvertes aient pu jeter une clarté plus vive sur cette intéressante fabrication des métaux assemblés avec une perfection rare, nous sommes portés à admettre que le casque appartient à un chef de ces hordes venus d'Orient à la suite d'Attila. On sait aujourd'hui que la forme, le style et les techniques utilisées sont bien celtiques et que ce casque date des 4e, 3e siècles avant Jésus-Christ, à l'époque où les Celtes s'installaient en Italie du Nord. C'est la prise de Rome, puis aller jusqu'en Grèce, c'est le sac de Delphes. Une première zone en fer était surmontée à l'origine par une aigrette. Le métal fut ajouré pour permettre l'insertion de perles d'émail. À la base, des disques également d'émail sont fixés par de petits clous à tête d'or. Ensuite vient une bande d'or présentant plusieurs motifs décoratifs en relief. Au centre, une frise de tricelles reliée entre eux par des S et, de part et d'autre, une succession de petites cornes. Ensuite se trouve une autre zone de fer ajourée avec, comme en haut, des disques et des perles d'émail. Arrive le couvre-nuque, et non la visière, comme on pourrait le croire au premier abord. D'un aspect assez semblable, quoique les perles d'émail soient en relief et le fer décoré de fins rinceaux imprimés dans le métal. Cet aspect extérieur n'indique pas la structure réelle de l'objet. Celui-ci est en effet réalisé à partir de supports en bronze, une calotte sur laquelle est riveté le couvre-nuque. C'est sur ce support que les différentes plages ont été fixées. Cela n'a pas été sans mal, puisqu'il a fallu couper la calotte en un endroit pour en diminuer le diamètre et qu'il a fallu placer une sorte de rustine en un autre endroit. Cette technique indique une certaine difficulté à réaliser l'objet. Peut-être les Gaulois de Normandie ont-ils essayé, à leur manière, de copier un casque véritablement en fer, du type de ceux qu'on trouve en Italie, à la même époque. Ce casque est une pièce d'apparat plus qu'une arme défensive, mais sa forme est plus proche des casques celtiques utilitaires que ceux, souvent fantaisistes, qu'on a attribués aux Gaulois. Ces derniers sont affublés de la manière la plus étrange, de casques en bronze qui remontent à 1000 ou 700 avant notre ère, soit plusieurs siècles avant Amfreville. Autrefois, l'on ne s'embarrassait pas pour qualifier de celtique tout ce qui remontait aux âges des métaux qui débutent vers 2000 avant Jésus-Christ, alors que ce n'est qu'après 500 avant Jésus-Christ qu'on peut parler de civilisation celtique en Europe. Voici l'un des casques qui ont été attribués à tort à Vercingétorix. Il date de 700 avant Jésus-Christ. Le voilà le même, agrémenté d'appendices sur une gravure exécutée d'après la sculpture de Bartholdi à Clermont-Ferrand. Quel serait alors le casque de Vercingétorix qui, sur les bonnets frappés à son effigie, montre un visage imberbe à cheveux flottants? On a retrouvé à Alésia, parmi les nombreuses armes abandonnées par les combattants gaulois, un casque qui doit ressembler à celui que Vercingétorix a pu porter. Il est cette fois en fer. Les forgerons ont depuis longtemps fait des progrès au moment du siège d'Alésia par César en 52 avant Jésus-Christ. D'une forme très moderne et pourvue de jugulaires articulés qui permettent de bien le fixer sous le menton en même temps qu'elle protège les tempes et les joues. Voici différentes formes de casques à travers les âges. 1000 avant Jésus-Christ, 700 avant Jésus-Christ, 450 avant Jésus-Christ, Amfreville et Alésia. Seuls les 3 derniers sont gaulois. Les casques ne sont pas les seules pièces d'armement portées par les Celtes de la Gaule. On a voulu les munir de cuirasses en bronze.
C'est une nouvelle erreur. Parfois, comme sur ce document des environs de notre ère, qui nous montre un Gaulois romanisé, ils portent une cotte de maille. Mais le plus souvent, ils combattent nus ou torse nu. Sur un dessin réalisé à partir de trouvailles effectuées par les fouilleurs, on voit l'armement classique des Gaulois. À l'époque d'Amfreville, les chefs portent le casque et les plus prestigieux des guerriers, un bouclier de bois renforcé de pièces de fer qui est tenu à bout de bras, ainsi qu'une épée qui peut frapper des stocks et de taille. Au repos, cette épée est placée dans un fourreau, relié à la ceinture du combattant par une chaîne en bronze ou en fer. Les autres guerriers se contentent de lances ou de javelots qu'ils utilisent en général par jeu de Troie. À l'époque d'Alésia, l'épée s'est allongée, son extrémité s'est arrondie. Elle ne frappe plus que de taille. Il est possible qu'elle soit essentiellement utilisée par des cavaliers. Le casque d'Amfreville, nous l'avons dit, est une pièce d'apparat, comme le prouve sa décoration. Quelle pouvait dès lors être sa destination? Il peut s'agir d'un casque appartenant à un prince particulièrement prestigieux. Mais on peut aussi penser à un objet votif. Les Gaulois de l'indépendance avaient en effet l'habitude de déposer leurs armes dans des sanctuaires où elles étaient souvent brisées ou tordues, c'est-à-dire sacrifiées en l'honneur des dieux. La fouille récente d'un important sanctuaire de Picardie, Gournay-sur-Aronde, a montré que l'espace sacré était protégé par un fossé où les armes sacrifiées avaient été déposées. D'autres objets précieux, notamment en or, ont été découverts sans contexte et représentent peut-être également des offrandes aux divinités. Ainsi les torques, ces fameux colliers rigides des Gaulois. Celui-ci est d'une grande dimension qui en fait un objet trop large pour être porté par un être humain. On a émis à son sujet l'hypothèse, et il pourrait en aller de même à propos du casque d'Amfreville, que c'était l'attribut d'une statue divine. Hélas, les Gaulois indépendants ne sculptaient à peu près pas la pierre, mais le bois, qui se conserve très mal. Heureusement, l'on a découvert récemment en Allemagne des vestiges d'une statue. C'était bien une divinité dont subsistent les extrémités des avant-bras et les mains qui en serrent des figures de chevaux. Le décor du casque d'Amfreville est également remarquable par son style. Les perles de corail forment en réalité un fond sur lequel se détachent les méandres et les rinceaux de métal. Le motif de la feuille d'or peut se lire de deux manières. On y voit d'abord une frise de rinceaux, motif de type végétal qu'on retrouve diversement interprété, sur des torques en bronze ou sur des céramiques à couverture rouge et à motifs peints en noir. Une autre lecture permet de reconnaître des tricelles, décalés les uns par rapport aux autres et reliés entre eux par des S successivement droites et couchées. Les tricelles et les S ont été particulièrement utilisés par les artistes du monde celtique. Ils sont diversement combinés.
Ici, 2 tricelles sont adossés jusqu'à se confondre. Là, S et tricelles, avec des rehauts de corail, forment une sorte de visage humain. Ces diverses lectures, que l'œil transmet à l'intelligence qui les confond intimement, expliquent que l'art celtique est fait de diversité et de pluralisme. Zegt, daar hoor je de ze met Mitzrayim. Nou ja, vreselijke ding gezien. Nou, ik vond het ontzettend gek. Is dat wel catalogue? J'aime bien le visage de cette femme. Tu préfères? Moi, je préfère ce visage. Je trouve que c'est Le style et les techniques utilisées sont bien celtiques, et que ce casque date des 4e, 3e siècles avant Jésus-Christ, à l'époque où les Celtes s'installaient en Italie du Nord. C'est la prise de Rome, puis aller jusqu'en Grèce, c'est le sac de Delphes. Une première zone en fer était surmontée à l'origine, et plus loin, jusqu'à ce que de plus nombreuses découvertes aient pu jeter une clarté plus vive sur cette intéressante fabrication des métaux assemblés avec une perfection rare, nous sommes portés à admettre que le casque appartient à un chef de ces hordes venus d'Orient à la suite d'Attila. On sait aujourd'hui que la forme... Découvert en 1841 en Normandie, il attira l'attention de Viollet-le-Duc. Mais selon ce grand savant, le casque était trop beau pour avoir été créé par les Celtes de la Gaule. En 1862, dans la revue archéologique, il écrit « À notre avis, il est d'un travail trop délicat pour avoir appartenu à l'époque de l'autonomie gauloise. » Le casque d'Amfreville est l'un des chefs-d'œuvre de l'artisanat celtique. D'une forme élégante, appelé par les archéologues en casquette de jockey, il se présente extérieurement comme une combinaison habile de pièces de fer, d'or et d'émail rouge ordonnées par plages successives.